Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, que reste-t-il du logiciel libre ? Si vous n'êtes pas vous-même développeur informatique, sans doute n'avez-vous jamais entendu parler de GitHub. GitHub, c'est une plateforme à laquelle participent des millions de développeurs. Sa particularité, elle appartient au monde du logiciel libre, c'est-à-dire qu'elle est collaborative. Chaque projet qui est développé peut être étudié, modifié, copié en toute liberté. Plus qu'un outil technique, une véritable philosophie. Or, il se trouve que GitHub va être racheté, et pas par n'importe qui, par Microsoft. Le géant mondial de l'informatique l'a annoncé la semaine dernière. La vente n'est pas encore finalisée, mais le prix est connu, 7,5 milliards de dollars. Alors, dans le monde du logiciel libre, cette annonce suscite l'inquiétude, car s'il est une entreprise qui symbolise la démarche inverse, à savoir des logiciels fermés, propriétaires, c'est bien Microsoft. Sa suite Windows en est l'exemple le plus emblématique. Alors ce rachat est-il le signe d'un rapprochement entre deux mondes antagonistes, désormais complémentaires, ou plutôt celui de la fin d'une utopie ? Que reste-t-il du logiciel libre ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Bernard Ourganlian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur technique et sécurité à Microsoft France. Microsoft qu'on ne présente plus, si ce n'est peut-être pour rappeler que c'est l'entreprise qui a été créée par Bill Gates. C'était en 1975. Il n'était pas seul d'ailleurs, avec Paul Allen. Pour discuter avec vous ce soir, Pierre-Yves Gosset, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Framasoft. Framasoft, c'est une association, un réseau d'éducation populaire dédié au logiciel libre. Et puis notre troisième invité, Amel Guiton, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Libération, vous êtes la correspondante du journal dans le cyberespace, c'est comme ça que vous vous présentez sur Twitter. Vous avez publié, c'était il y a quelques années au Diable Vauvert, Hackers au cœur de la révolution numérique, un livre qui est peut-être en open access aujourd'hui. À l'époque, il avait la version numérique était gratuite et sans DRM, c'est sans verrou numérique. Alors, c'était voulu. Et c'était par l'éditeur. Et ma question aussi était voulue. Si j'évoque l'open access, c'est parce que je voudrais peut-être qu'on commence par faire un petit peu de pédagogie, d'explication de vocabulaire. Open access, donc c'est l'accès ouvert. Ouais. Est-ce que c'est la même chose que de parler de logiciel libre ? Et de quoi on parle quand on utilise ces termes-là ? Alors, dans les faits, souvent les logiciels dits libres et les logiciels dits open source, c'est-à-dire ceux dont le code est ouvert, le plus souvent, ça se recoupe. En revanche, il y a derrière une différence d'approche, c'est-à-dire le mouvement du logiciel libre tel qu'il a été fondé par Richard Stallman, qui est donc un informaticien américain, au milieu des années 80, si mes souvenirs sont bons. L'idée, c'était une approche très politique, c'est-à-dire la devise, en fait, c'était liberté, égalité, fraternité, je crois qu'il le dit comme ça, et il insistait beaucoup sur la notion de liberté pour l'utilisateur, donc liberté d'utiliser un logiciel, liberté de l'étudier, liberté de le distribuer et liberté de le modifier. L'open source, qui est un mouvement, on va dire, dissident d'une certaine manière, insistait beaucoup plus sur les aspects, on va dire, technique et de développement, c'est-à-dire là pour le coup c'était quelqu'un qui s'appelle Éric Raymond qui dans les années 90 a théorisé ça en disant que c'était la méthode de développement la plus efficace d'avoir le code ouvert et que justement il puisse être en permanence amélioré par une communauté. Donc en fait c'est vraiment une différence d'approche, une vision politique versus une vision plus technique et de développement. Chez Framasoft, Pierre-Yves Gosset, vous êtes plutôt du côté de l'approche politique, philosophique ou plutôt du côté de l'approche technique ? Clairement du côté de l'approche politique. Nous, on définit le logiciel libre. Donc, quand on parle de logiciel libre, d'ailleurs, ce n'est pas tant le logiciel qui est libre, nous, on dit que c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice qui est libre. Quand on parle de logiciel libre, pour nous, c'est l'équation. En fait, le logiciel libre, c'est l'open source plus des valeurs. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui font de l'open source n'ont pas de valeur, mais clairement, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est non seulement les qualités techniques dont parlait Amael, mais aussi le côté mouvement social qu'il peut y avoir derrière et finalement de pourquoi est-ce qu'on veut essayer d'émanciper les utilisateurs et les utilisatrices en leur donnant la maîtrise des logiciels, non, quand bien même ces logiciels auraient été développés en open source, donc avec le fait que le code, la recette de cuisine du logiciel soit accessible à tous et à toutes, ce qui nous intéresse, c'est ce que les gens peuvent en faire. Et on ne veut pas globalement leur fournir quelque chose de tout cuit,
on veut aussi leur apprendre à s'en servir, mais aussi apprendre potentiellement à ce qu'ils puissent contribuer à ce logiciel. Alors Bernard Rourganlian, je rappelle, donc vous êtes à Microsoft France, le directeur technique et sécurité. Si on parle de logiciels libres, c'est parce que forcément c'est par opposition à ce que serait un logiciel. Alors logiciel non libre, on parle de logiciel propriétaire. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait définir les logiciels qui sont développés par Microsoft ? On pourrait, mais ça serait un raccourci. Au sens où c'est vrai que Microsoft a fondé sa culture originelle sur le logiciel dit propriétaire, donc un logiciel à un code source fermé dont finalement les utilisateurs n'ont pas accès en termes de code source. Donc c'est vrai que Microsoft s'est créé sur cette base culturelle. Mais il est vrai aussi que c'est un sujet sur lequel Microsoft a beaucoup évolué. Donc il y a une transformation culturelle très profonde de Microsoft qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, qui a été insufflée notamment par Satya Nadella, qui est donc le nouveau président de Microsoft, qui en fait a une vision très différente du monde, à la fois parce que culturellement, il n'est pas américain d'origine, il est indien, et donc en fait, il a forcément une vision qui est un petit peu différente culturellement, mais aussi parce qu'on se rend compte que, pour répondre presque au thème de l'émission, par rapport au fait que c'est ou non la fin de l'open source, en fait, moi je considère aujourd'hui que dans une très large mesure, l'open source a gagné, au sens où en fait, cette opposition qui a pu exister et qui a entretenu la polémique pendant des années et des années est aujourd'hui caduque, au sens où, certes, il y a des modèles d'affaires qui peuvent être, le cas échéant, différents, mais ce qui fait la richesse du logiciel, c'est finalement la communauté des développeurs qui se trouve autour, qui a la possibilité de participer à son élaboration. Et donc, on a pris conscience, probablement un peu tard, chez Microsoft, que c'était important de pouvoir collaborer, d'être à plusieurs sur le développement d'un logiciel, de permettre d'avoir un accès aux sources du logiciel, peut-être pas pour les modifier, même si ça peut dépendre des cas, mais en tout cas, on se rend compte que la richesse, elle naît de la confrontation des expertises, des cerveaux, des connaissances, des compétences, et pas simplement d'une vision totalement fermée et restreinte du logiciel. Pour quelle raison est-ce qu'au départ, justement, c'était l'approche qui avait été privilégiée, celle de logiciels fermés ? Est-ce que c'était parce que, est-ce que ça pouvait, par exemple, correspondre à quelque chose, alors qui est très français, en tout cas très défendu par la France, par exemple, cette politique des brevets, l'idée que quand on crée quelque chose, il faut d'abord le protéger. Alors oui, les brevets ont certainement joué un rôle, mais pour être honnête, je pense qu'au départ, il y a une volonté de faire en sorte que le logiciel puisse évoluer de manière contrôlée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un logiciel est ouvert et qu'on a effectivement la possibilité de faire évoluer son code, on peut imaginer d'en cloner des milliers de versions. Et donc la question qui se pose derrière, c'est comment est-ce qu'on assure vis-à-vis des utilisateurs, dont il ne faut pas oublier qu'au départ, les utilisateurs étaient à la fois très peu au courant de ce qu'était le logiciel, ce que c'était que le code, ce que c'était que même l'informatique au sens le plus clair du terme. Et ce qui était la vision originelle de Microsoft, c'était en gros un PC dans chaque bureau, dans chaque maison, etc. Donc en fait, il y avait une volonté de démocratisation, mais derrière cette volonté de démocratisation, il y avait une volonté de standardiser des usages et faire en sorte que finalement, l'usage s'imposant, les gens apprennent finalement à utiliser l'informatique à travers ces usages plutôt qu'à travers la vision de « je peux accéder au code » en sachant qu'il y a une personne sur 1000, 10 000, 100 000, je ne sais pas, qui est capable effectivement de lire le code source correspondant. Alors j'ai quand même l'impression que le discours de Microsoft et le discours de Framasoft sont assez proches. Amel Guiton, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment sur le fait que l'open source et peut-être aussi le libre, même si vous nous avez expliqué les différences qu'il pouvait y avoir, en tout cas les nuances qu'il pouvait y avoir entre ces deux notions, est-ce que ça finalement a gagné, en tout cas que ceux qui défendaient une approche plus fermée, plus propriétaire, ont fini par se ranger à la question du libre? Je ne suis pas certaine, en fait. La polémique n'est plus ce qu'elle était, mais les termes du débat ont changé. Parce que pourquoi on fait du logiciel propriétaire aussi ? C'est une question de business model, c'est parce que c'est un produit, et donc qu'on le vend, et qu'on vend des licences. Et c'est là-dessus
que s'est construit Microsoft. C'est aussi là-dessus que s'est construit Apple. Et d'ailleurs, Apple, historiquement, vient de la culture hacker. Jobs et Wozniak, ils bidouillaient du logiciel dans un garage au départ. Et puis quand il a fallu gagner des sous, eh ben, on a commencé à refermer le code. Donc, on est effectivement plus... C'est-à-dire qu'on est pour le libre jusqu'au moment où ça commence à marcher et où là on devient plutôt pour un système fermé? Oui, historiquement c'est quand même comme ça que ça s'est fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné il fallait commercialiser un produit. Bon, alors là où ça change, c'est qu'on n'est plus dans la période où Steve Ballmer par exemple parlait de cancer concernant le logiciel libre, l'ancien patron de Microsoft, et je crois même que Bill Gates avait traité Richard Stallman de communiste. Enfin, on était quand même dans un affrontement effectivement extrêmement fort. C'est une grosse insulte aux États-Unis. Tout à fait, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que même dans les milieux du logiciel propriétaire, d'abord, je pense qu'il y a eu probablement une espèce d'aggiornamento culturel avec les recrutements, parce qu'on a beaucoup de jeunes développeurs qui ont l'habitude de travailler de manière collaborative. Donc, ça change aussi un peu les manières de faire. Et puis, ils se sont tout simplement rendus compte que pour les aspects, on va dire, non différenciants, pour les briques de base, eh bien, effectivement, l'open source, c'est plutôt une bonne affaire parce que, justement, tout le monde participe, ça permet d'aller vite, etc. Et donc, en fait, on se retrouve dans la situation où on a effectivement du libre et de l'open source dans plein d'endroits. C'est ça qui fait tourner des serveurs web, c'est les briques d'Android. D'ailleurs, Android est en grande partie open source, mais pas totalement. Donc, on va dire, effectivement, les matériaux sont de plus en plus ouverts. On a de plus en plus de libre et d'open source. En revanche, dès qu'on est dans le produit fini, c'est là que ça se referme. Et donc, dire que l'open source et le libre ont gagné, c'est très trompeur. Ça a effectivement gagné dans plein d'endroits, y compris parce que les fabricants eux-mêmes, les éditeurs, se sont rendus compte que c'était rentable. Et dès qu'on arrive à l'utilisateur, c'est-à-dire en bout de chaîne, c'est là que tout se referme petit à petit. Pierre-Yves Gosset. Oui, c'est pour ça. Concrètement, moi, je ne peux pas dire que je suis d'accord sur le fait que l'open source ait gagné. L'open source se porte bien, c'est sûr. Et Microsoft a fait une très belle acquisition en rachetant GitHub. Maintenant, moi, je ne peux pas m'en réjouir et les militants du logiciel libre ne peuvent pas s'en réjouir parce que la différence qu'il y a entre nous, concrètement, c'est une différence de vision du monde. C'est presque une vision sociétale qui est assez différente. Vous avez d'un côté... des entreprises, les GAFAM, donc on parle souvent des GAFA, nous on rajoute le M de Microsoft dedans, ça ne veut pas dire que Microsoft soit le mal incarné, c'est pas du tout de ça dont il est question, mais par contre c'est une certaine vision du monde où on dit souvent que le logiciel dévore le monde, on a de plus en plus de logiciels partout, et du coup le sociologue Antonio Casilli parle de colonialité des GAFAM, et donc c'est une vision du monde qui vise à petit être partout. C'est-à-dire que le logiciel, on le retrouve dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, on le retrouve dans nos frigos, on le retrouve bientôt dans les voitures autonomes, et des sociétés comme les GAFAM sont pas des philanthropes. C'est pas, encore une fois, c'est pas une insulte. On peut bien nous se faire traiter de communistes. On peut dire qu'ils ne sont pas des philanthropes. Et concrètement, voilà, aujourd'hui, Microsoft, c'est une entreprise qui est capitalisée à plus de 700 milliards de dollars, troisième capitalisation boursière mondiale du monde, il me semble. C'est pas rien. 73 millions de dollars en fonds propres, c'est 30 fois le budget du ministère de la Culture. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, donc délégué général directeur général de Framasoft, Pierre-Yves Gosset, quand Microsoft décide de racheter cette plateforme de création de logiciels libres GitHub, c'est une façon justement de dévorer ce monde du logiciel libre. Et je vais évidemment demander ce qu'il en pense à Bernard Ourganlian. Il y a quelques années, Microsoft avait dû subir un procès suivant une loi antitrust, et le département de la justice américaine avait qualifié la politique de Microsoft sur trois verbes: embrace, extend and extinguish, ce qui veut dire adopter, étendre et étouffer, et qui est une vraie politique appliquée par Microsoft, qui est une stratégie commerciale, qui est de dire on prend ce qui marche bien, et l'open source marche bien, l'open source est efficace, donc c'est normal que Microsoft s'y intéresse, et une fois qu'on a adopté l'open source, on va y rajouter des fonctionnalités qui peuvent être plus refermées, donc moi, je n'exclus pas, je suis pas du tout, j'ai pas de boule de cristal, et on verra bien ce qu'en fait Microsoft, mais je n'exclus pas qu'à un moment donné, GitHub voit des choses apparaître qui soient développées par Microsoft, mais qui ne soient plus libres, et qui, à un moment donné, marginaliseraient les développeurs et développeuses du logiciel libre qui souhaitent, eux, porter un monde et une vision du monde qui soit différente, où le logiciel appartienne à tous et à toutes. Alors Bernard Ourganlian, est-ce que vous comprenez déjà les craintes que peut avoir Pierre-Yves Gosset, et comment est-ce que vous y répondez ?
Alors les craintes, je peux les comprendre dans la mesure où l'histoire de Microsoft est ce qu'elle est. Donc cette histoire, il est difficile de la réécrire. Pour autant, on ne vit pas dans un monde figé, le monde se transforme en permanence. Et donc Microsoft, comme un certain nombre d'entreprises, et puis d'une manière générale comme la totalité du monde qui nous entoure, se transforme. Et donc il est évident que racheter une plateforme telle que GitHub avec comme objectif de privatiser la plateforme, de la rendre inaccessible et d'une manière ou d'une autre de la fermer, c'est la garantie pour nous que la totalité des développeurs qui y sont aujourd'hui hébergés fuiront la plateforme. Donc ça n'a absolument aucun sens d'imaginer qu'une telle chose se passe. Donc notre attention... attention... Pour vous, si elle vaut aussi cher, c'est-à-dire 7,5 milliards de dollars, c'est du fait de ces développeurs qui y travaillent. Alors, incontestablement, il doit y avoir à peu près 28 millions de développeurs qui utilisent la plateforme aujourd'hui. Donc, évidemment, ça a une certaine forme de valeur. Au-delà de ça, GitHub est aujourd'hui une plateforme qui est aujourd'hui utilisée par un certain nombre d'entreprises privées, à la fois pour y déposer de l'open source, mais aussi pour leurs propres besoins, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il y a une certaine forme de privatisation ou d'internalisation de la plateforme pour répondre à ses propres besoins, puisqu'en l'occurrence, la plateforme est excellente sur le plan technique et donc elle permet effectivement à des grosses entreprises d'y développer leur logiciel. Typiquement, Microsoft utilise aujourd'hui un dépôt de code source pour Windows qui est probablement parmi les logiciels les plus gros de la planète, ce qui prouve qu'il est possible d'utiliser cette plateforme à une échelle extrêmement vaste avec de très nombreux développeurs. Et vous pouviez continuer à en être l'utilisateur sans en être forcément le propriétaire. C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt pour Microsoft de racheter cette plateforme ? En fait, il y a pas mal d'intérêts qui sont autour déjà d'une capacité finalement à mieux connaître ces communautés de développeurs, parce qu'on n'a pas non plus la prétention de connaître les besoins de l'ensemble des développeurs de la planète. Or, d'une manière générale, Microsoft est une entreprise qui a été fondée sur une capacité à se mettre à la portée des développeurs. Donc pour nous, ça a évidemment beaucoup d'intérêt. Au-delà de ça, il y a aussi énormément de tâches du développement logiciel qui sont des tâches, on va dire, pas forcément très créatives. Il y a beaucoup d'opérations qui sont réalisées par les développeurs, qui sont des tâches relativement fastidieuses, qui consistent pour une large part à prendre du code qui a été développé par d'autres, à l'adapter à son besoin et à être capable ensuite de l'utiliser dans un logiciel plus complet. Donc aujourd'hui, il y a plein de fonctions qui manquent à GitHub, pour prendre cet exemple-là, pour permettre de manière très simple, en utilisant l'intelligence artificielle, de pouvoir prendre des morceaux de logiciels qui existent dans l'ensemble des bases de données qui composent GitHub et pouvoir potentiellement, sans effort, ou en tout cas avec encore moins d'efforts qu'aujourd'hui, l'adapter à ses propres besoins. Et donc ça fait partie des choses qu'on peut parfaitement imaginer de mettre à la disposition de l'ensemble des utilisateurs de GitHub et donc de rendre encore plus populaire la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui. Amal Guiton. Alors effectivement, ça vaut le coup de rappeler que GitHub n'héberge pas que du code ouvert, ils hébergent aussi effectivement du code fermé. Il y a des services payants et c'était d'ailleurs plus ou moins c'était leur modèle économique. Mais la question que ça soulève, elle est intéressante. Mais pardonnez-moi, parce que... juste, je fais une petite incise par rapport à ça, c'est-à-dire si c'est ouvert, c'est forcément gratuit, si c'est fermé, c'est forcément payant ? Ouais, en gros, c'était ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait payer pour y mettre du code fermé. En revanche, l'hébergement de code ouvert, lui, était gratuit, je crois, dans une certaine limite de taille, au-delà de laquelle, effectivement, là, de nouveau, fallait payer. Mais la question que ça soulève, elle est intéressante, parce que j'ai vu passer cet argument que Microsoft pourrait effectivement améliorer GitHub. Et c'est fort possible. Mais la question que ça pose, c'est pourquoi est-ce que tout le monde met son code au même endroit ? Moi, on m'a posé la question sur Twitter au moment du rachat, on m'a demandé ce que j'en pensais, et parce que je voyais effectivement pas mal de développeurs de logiciels libres qui commençaient à s'inquiéter, mon premier réflexe a été de dire j'ai du mal à m'émouvoir parce que GitHub, au départ, est effectivement un acteur privé, et c'était déjà une plateforme centralisée. Donc on en revient toujours au même point qu'est celui de la centralisation, et c'est d'ailleurs assez étonnant que des libristes, comme on dit, aient jugé pour le coup parfaitement normal de tous mettre leur code au même endroit. Pas tous. Et comment est-ce que vous répondez justement à cette bizarrerie ? Alors ça, je crois que c'est juste effectivement parce qu'il y a un outil, parce qu'il fonctionne, parce qu'il est facile à utiliser et parce qu'il n'y a pas d'alternative décentralisée. Enfin si, pour le coup, je vais laisser Pierre-Yves Gosset en parler parce que Framasoft propose une alternative qui, elle, est décentralisée.
GitHub, c'est peut-être pas du coup un symbole du logiciel libre, comme j'ai pu le lire moi dans un certain nombre d'articles. Ça a été un symbole de la façon dont on pouvait à la fois créer un réseau social, parce que GitHub est aussi un réseau social pour les développeurs. Hein. Il y a 24 millions de comptes inscrits sur GitHub, donc forcément, ces gens-là échangent entre eux. Et exactement comme il est difficile de quitter Facebook parce qu'il y a 2,3 milliards d'utilisateurs sur Facebook, il est difficile pour les développeurs et développeuses de quitter GitHub, puisque à un moment donné, ils ont leur compte dessus, ils sont bien, parce que la plateforme marche. On ne peut pas, encore une fois, enlever ça à GitHub. C'est une plateforme qui fonctionne très, très bien. Et donc, ils ont petit à petit créé... ça fonctionnait mal, déjà, Microsoft n'aurait pas racheté. Hein. Oui, tout à fait. Derrière, encore une fois, j'ai cru lire dans le communiqué de presse de Microsoft qui visait une rentabilité de GitHub d'ici 2020. Donc, encore une fois, on est bien sur une question de business, et c'est, encore une fois, une très belle acquisition pour Microsoft. Maintenant, la question qui se pose derrière, c'est effectivement la problématique de la centralisation. Et c'est le sujet sur lequel notre association travaille maintenant depuis plusieurs années. On a fait une campagne qui s'appelle Dégooglisons Internet. On aurait pu l'appeler Dégafamisons Internet, mais c'était Dégooglisons Internet pour justement pointer du doigt le fait que la centralisation sur Internet et la concentration des acteurs sur Internet posait problème. On a l'impression qu'Internet s'est constitué de milliers, de centaines de milliers d'entreprises. Mais en fait, il se passe un petit peu la même chose que dans la presse, c'est-à-dire il y a quelques groupes qui contrôlent en fait énormément de sociétés. Et donc, WhatsApp, c'est Facebook, Waze, c'est Google, etc., etc. Et donc, demain, GitHub, ce sera Microsoft. C'est un rachat, finalement, de plus, une concentration de plus qui nous pose, à nous, un énorme problème. C'est comment est-ce qu'on fait pour redécentraliser Internet et mettre l'intelligence au bout du réseau plutôt que centraliser sur 5 ou 6 entreprises. Oui, mais comme le disait Amael Guiton, finalement, les développeurs, ils restent sur cette plateforme. Alors, il suffirait qu'ils s'en aillent et qu'ils aillent peut-être polliniser ailleurs pour que, finalement, il n'y ait pas ce phénomène de concentration. Et la question, c'est où irait-il ? Et donc, justement, il y a des plateformes alternatives à GitHub, par exemple un logiciel libre qui s'appelle GitLab. Nous, on propose une alternative effectivement à GitHub qui s'appelle Framagit, sur laquelle on doit avoir 20 000 dépôts, là où GitHub en a 65 millions. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la différence de taille. Mais par contre, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas que Framagit. C'est-à-dire que toute la difficulté, c'est d'expliquer finalement au public qu'il faut reprendre le pouvoir. Il y avait le slogan « Power to the people ». Nous, on essaye de dire « Software to the people » et de redécentraliser Internet pour que demain, par exemple, les médias puissent monter une instance avec GitLab sur laquelle ils mettraient le code qui correspond aux médias. Demain, nous, on s'est retrouvé avec le code de Parcoursup sur Framagit, ça nous a plutôt fait sourire, même si on ne soutient pas forcément le projet, mais du coup, les gens peuvent déposer du code sur notre plateforme, tout comme ils peuvent monter leur propre GitLab et installer finalement leur propre forge logicielle sur laquelle ils vont pouvoir construire les logiciels. Bernard Rourganlian, quels sont les arguments que vous pouvez faire valoir, vous, auprès des développeurs ? Imaginons, je suis un développeur, j'ai des projets qui sont sur cette plateforme que Microsoft est en train de racheter, je suis tout à fait convaincu par l'intérêt et de l'open source et du logiciel libre, et je me dis, Microsoft arrive, j'ai envie de partir. Qu'est-ce que vous me dites pour que je reste ? Et qu'est-ce qui pourrait me convaincre de rester et de ne pas aller ailleurs, développer une autre plateforme véritablement libre ? Je pense qu'il y a plusieurs types d'arguments. Il y a des arguments qui consistent effectivement à s'engager, à respecter l'éthique qui a été celle de GitHub depuis toujours. Mais ensuite, évidemment, les développeurs sont libres de nous croire ou pas, ce qui est logique. Et puis, il y a une autre raison qui, elle, est probablement plus fondamentale, c'est que pour les développeurs, leur valeur, entre guillemets, est exposée à travers GitHub. C'est-à-dire qu'en fait, un développeur qui a envie de se faire embaucher dans une entreprise, ce qu'il va mettre en avant, c'est l'ensemble de ses contributions sur GitHub en disant, voilà, j'ai développé ceci, j'ai développé cela, vous pouvez aller voir par vous-même qu'est-ce qu'il en est, et vous pouvez avoir accès au code source correspondant et voir effectivement, en tant que développeur, ce que je vaux. Donc finalement, la valeur de la plateforme, c'est la valeur des développeurs qui y sont et qui ont envie d'y être. Et donc, il est clair qu'on ne peut pas convaincre au sens forcer les gens, et ça n'aurait aucun sens. De toute façon, les développeurs, ils viennent sur GitHub, entre guillemets, comme ils sont et comme ils ont envie d'être. Ensuite, la question, c'est effectivement l'endroit où sont stockés finalement la valeur des développeurs telle qu'elle peut être valorisée vis-à-vis d'un futur employeur.
Bon, alors, je vous ai dit, je suis développeur. En fait, ça n'est pas vrai, hein, Bernard Roucornian. Je ne le suis pas. Je suis vraiment un simple utilisateur, pas très éclairé, hein, toujours, avec les choses de l'informatique. Quel peut être, justement, mon intérêt à moi? Par exemple, j'utilise la suite Windows. J'utilise un certain nombre de logiciels qui sont détenus par Microsoft. Ça peut être quel intérêt à moi? Quel intérêt je vais trouver dans le rachat de cette plateforme de logiciels libres? Est-ce que moi, utilisateur, je vais être un peu plus libre avec les outils Microsoft? Pour être très honnête, non. Je pense qu'un utilisateur lambda, son accès à GitHub, c'est quand même quelque chose d'extrêmement peu fréquent. Il n'y a pas vraiment de raison d'y aller chercher quelque chose. Non, mais sauf de se dire que Microsoft, à travers ce rachat, change aussi un peu de philosophie et se dit, je vais aussi permettre à l'utilisateur lambda d'être, d'avoir peut-être davantage de liberté avec les outils que je propose. Aujourd'hui, Microsoft publie énormément de logiciels en open source. D'ailleurs, puisqu'il faut quand même le dire, Microsoft est le plus gros contributeur de GitHub aujourd'hui. Donc en fait, on est un utilisateur énorme de la plateforme. Ce qui veut dire qu'on publie énormément de logiciels en open source. D'ailleurs, et ça a peut-être un peu défrayé la chronique et perturbé certains, on a publié récemment une annonce selon laquelle on va mettre à la disposition de tous un noyau Linux sécurisé à destination de l'Internet des objets, ce qui pour Microsoft... Linux, il faut rappeler ce que c'est. Linux, c'est le système d'exploitation libre qui a été, on va dire, popularisé depuis très longtemps par des sociétés comme Red Hat, mais d'autres aussi, et qui effectivement est utilisé notamment dans le monde du web pour servir énormément de serveurs Internet, etc. Et donc, cet environnement logiciel, pour Microsoft, c'est presque une révolution de palais, au sens où on ne pouvait même pas imaginer que Microsoft, un jour, puisse commercialiser, ou en tout cas mettre à la disposition de tous, un logiciel basé sur un noyau Linux. Et c'est pourtant quelque chose qu'on a fait. Ce qui est la preuve que Microsoft change. Alors, je pose la même question sur l'expérience utilisateur pour un utilisateur qui n'est pas capable de naviguer dans le code. Pierre-Yves Gosset et Amal Guiton. Pierre-Yves Gosset. Clairement, pour l'utilisateur, encore une fois, l'open source étant un modèle de développement efficace, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, si on reprend un peu la problématique et politique et économique, politiquement et économiquement, Microsoft rachète un de ses outils de production. Et c'est forcément, si on a cette grille de lecture, on se dit que c'est important pour eux, vu qu'ils ont de plus en plus de code sur GitHub, de se dire, à un moment donné, nos développeurs sont là, notre code est là, autant racheter la plateforme, ce qui nous permettra d'en avoir la maîtrise. Ça ne change rien pour l'utilisateur lambda dans le cadre de ce rachat, mais dans le cadre, par exemple, des logiciels que vous essayez de développer à travers Framasoft, qu'est-ce que ça change pour moi? C'est-à-dire, est-ce que je me rends compte que je suis dans le monde du logiciel libre? Ou c'est simplement, philosophiquement, disons, et politiquement, je sais que je contribue à un autre modèle, mais ça ne change rien à mon expérience utilisateur. Je pense que concrètement, la philosophie de Microsoft n'a pas changé. C'est une entreprise capitaliste qui vise à maximiser les profits et évidemment, encore une fois, c'est le monde dans lequel on vit. C'est pas forcément le monde que nous souhaitons, c'est même pas du tout le monde que nous souhaitons, mais ils sont dans une logique où à un moment donné, ils rachètent leur outil de production. Amal Guiton le rappelait tout à l'heure, il y a une grosse partie du code sur GitHub qui appartient à des entreprises privées. GitHub, la moitié des entreprises du Fortune 500, donc du classement des 500 plus grosses entreprises du monde, est sur GitHub. Donc évidemment, moi, ce que j'entends dans la bouche du représentant de Microsoft, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ils veulent rajouter des fonctionnalités utilisant l'intelligence artificielle pour développer encore mieux le logiciel, etc. Et donc, nécessairement, Microsoft va avoir un avantage concurrentiel sur d'autres géants du numérique, à commencer par Google et d'autres. J'ai peut-être mal formulé ma question. Ce que je voulais dire, c'est que si j'utilise un logiciel libre tel que ceux qui sont promus par Framasoft. Ça change quoi du point de vue de l'utilisation? De l'utilisation, rien. Par contre, je pense sincèrement que ce rachat va petit à petit assécher, peut assécher les valeurs philosophiques, sociales, éthiques portées par le mouvement du logiciel libre.
Amel Guiton. Alors, ce que ça change pour l'utilisateur, parfois, c'est tout simplement, basiquement, que, par exemple, pour utiliser un logiciel comme Firefox, il suffit de le télécharger. Pour utiliser LibreOffice, qui est une suite bureautique avec un éditeur de texte, un tableur, etc., il suffit de les télécharger. Pour utiliser les outils de Microsoft, il faut payer une licence. Bon, ça, c'est très concret. La base du logiciel libre, c'est pas sa gratuité, mais souvent, c'en est une conséquence. Le modèle économique est complètement différent. Ce qu'on vend dans le libre, c'est le service qui va avec, c'est la maintenance, c'est des packages tout faits pour les entreprises, etc. Mais on ne vend pas le code. Voilà. Donc la différence, elle se situerait là. Mais alors, du coup, moi, utilisateur, je vais trouver ça plutôt intéressant. C'est-à-dire, je me dis, effectivement, je vais avoir un service de maintenance, c'est peut-être aussi quelque chose qui est plus stable, plus sécurisé, plutôt qu'un système ouvert où, si ça se trouve, on va me changer mon logiciel du jour au lendemain et je ne vais plus m'y retrouver. Au moins, avec un système propriétaire, je suis plus rassuré, non ? Il y a quand même des logiques et des process dans les grandes communautés, alors notamment pour les logiciels les plus connus, type Firefox. Il ne suffit pas d'arriver avec son bout de code, il y a des process de validation. Enfin, tout ça est assez procédural, en réalité. Et la preuve, c'est que ça fonctionne, c'est que Firefox fonctionne très bien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ce que raconte le rachat de GitHub par Microsoft, c'est une réalité que tous les gens qui travaillent dans l'open source et le libre ont comprise depuis un certain temps. C'est qu'en réalité, pour ces grandes entreprises, le modèle de développement en open source sur les briques de base, c'est le plus efficace et le plus rentable. Avoir des briques communes à partir desquelles on fabrique des produits qui, eux, vont être plus ou moins fermés, mais souvent plus que moins, ça marche très bien. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, il y a on va dire, c'est la victoire technique de l'open source comme process de développement. En revanche, on voit bien que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en bout de chaîne, moi, j'ai pas l'impression du tout qu'il soit question de changer quoi que ce soit au modèle propriétaire de Windows ou par ailleurs de Gmail, parce qu'à chaque fois, la situation est la même. C'est-à-dire, plus on se rapproche de l'utilisateur final et plus on se rapproche en fait de produits sur lesquels il peut y avoir de la concurrence, et plus c'est fermé. Il y a vraiment une différence entre ce qui peut être mis dans une espèce de pot commun technologique et ce sur quoi on va construire son modèle économique et ce sur quoi il va y avoir de la mise en concurrence. Des briques ouvertes ne font pas un plan de maison librement accessible. Je vous cite, Amel Guiton, c'est un extrait d'un de vos articles que vous aviez signé sur le sujet. Bernard Rogerlian, je vous laisse réagir, ensuite Pierre-Yves Gosset. Je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas pour l'instant abordé, mais qui est quand même important parce que ça correspond quand même à un changement de paradigme substantiel, c'est l'arrivée et l'irruption du cloud. La fameuse informatique en nuage où en fait on accède dans la réalité à des traitements qui sont réalisés quelque part, on ne sait pas forcément très bien où. Et en l'occurrence, ce mode de commercialisation est un mode de commercialisation qui change assez fondamentalement la donne parce que finalement on est dans une logique où on paye le logiciel à la consommation, ou le service à la consommation, un peu comme l'eau, le gaz, l'électricité. On consomme, on paye. On consomme pas, on paye pas. Et donc, en fait, le logiciel en tant que tel, il est encore plus éloigné d'utilisateur. C'est-à-dire que, certes, vous allez avoir un système d'exploitation qui va tourner sur un téléphone, qui va tourner sur un PC, une tablette, que sais-je, mais la plupart des services que vous consommez sont des services qui sont exécutés loin de vous, dans le nuage. Et donc ces services, qui sont effectivement des services à valeur ajoutée, ils sont en général facturés uniquement sur une logique de consommation. Et donc dans cette logique-là, le modèle d'affaires sous-jacent au logiciel libre, au logiciel propriétaire, c'est un modèle d'affaires qui devient encore complètement différent puisque on n'est plus dans une logique dans laquelle on paye une licence au départ et puis la licence, on va l'utiliser ou pas et quelle que soit la façon dont on l'utilise, on va payer. Là, on est dans une logique dans laquelle si on est content d'un service, on va l'utiliser. Et d'ailleurs, dans le cloud, tous les opérateurs de cloud ont besoin de mériter leurs clients. Quand je dis mériter, ça veut dire qu'en fait, si vous n'êtes plus content du service, vous l'utilisez plus. Et ça s'arrête là. Et en fait... la façon finalement de convaincre les utilisateurs de rester et de continuer d'utiliser votre service, il n'est plus fondé sur le fait que vous avez payé avant, il est fondé sur le fait que vous allez convaincre les utilisateurs par la qualité du service que vous leur délivrez
qu'effectivement, ils doivent continuer d'utiliser vos services. Et donc, c'est pour qu'il y ait cette qualité de service que Microsoft, du coup, rachète cette plateforme. Ça participe de cette logique-là. C'est une plateforme qui, par construction, est une plateforme cloud dans la réalité. Donc, c'est effectivement toute une série de serveurs qui vont permettre de déposer du code source et qui vont servir effectivement à l'ensemble des développeurs pour se connecter en même temps, construire leur logiciel, etc., etc. Donc, c'est une construction qui est très, très en phase avec effectivement la stratégie de Microsoft, qui est une stratégie qui est de plus en plus orientée vers le cloud, dans une logique où, au lieu de faire payer les utilisateurs au départ, on les fait payer, entre guillemets, au fur et à mesure. Et s'ils décident d'utiliser un autre service, eh ben, ils utilisent un autre service. Et ils peuvent en changer s'ils en ont envie. Donc, typiquement, je prends l'exemple qui était cité tout à l'heure avec Gmail de Google. Si un utilisateur a envie de changer de serveur de messagerie et de passer de Outlook, pour prendre le cas de Microsoft, à Gmail, il peut le faire en très très peu d'opérations. C'est quelque chose qui est extrêmement peu coûteux, et en dehors du fait de documenter à ses utilisateurs qu'on est passé d'une messagerie, d'une adresse email à une autre, c'est à peu près tout ce que ça représente. Donc en fait, la différence par rapport au modèle classique du logiciel qui tourne sur des machines qui sont près de chez soi, c'est que là, on est dans une logique où le modèle économique lui-même sous-jacent est complètement différent. Pierre-Yves Gosset. C'est très intéressant. Et du coup, d'abord, je voudrais désambiguer une chose. Microsoft rachète GitHub, mais ne rachète pas les codes sources qui sont sur GitHub. Les codes sources appartiennent aux développeurs, aux développeuses qui les ont mis en ligne. Et donc, effectivement, chacun peut partir, heureusement, ailleurs. Mais par contre, là où je suis complètement... je m'inscris en faux par rapport à ce que disait M. Rougoulian, c'était... Il y a clairement... un modèle économique derrière, c'est celui effectivement du payer à l'usage. Or, on voit bien que payer à l'usage, potentiellement, est une pratique commerciale qui va faire que l'utilisateur va payer. Puisque la facture est moins douloureuse, on va rester inscrit pendant plusieurs années sur un service sans se poser la question, et ce service-là va nous coûter plus cher que si on l'avait acheté au départ. Alors, le modèle du logiciel libre peut même être en amont encore différent, c'est-à-dire qu'on pourrait mutualiser les coûts de développement d'une alternative existante. Par exemple, on va se mettre à plusieurs entreprises pour développer ensemble un logiciel qui sera mis à la disposition de tous et de toutes, et on va vendre finalement le service qu'il y a autour. Et ce qui moi, m'ennuie, c'est que c'est encore une fois, on voit bien à travers le modèle économique que présentait le représentant de Microsoft, qu'on est sur une logique vraiment commerciale. Or, à un moment donné, ce qui nous pose problème, c'est que le logiciel libre le logiciel est présent partout dans nos vies, et que le fait que l'on dépende de quelques entreprises pour savoir où est ce logiciel, là où je m'inscris en faux, c'est typiquement quitter Gmail pour aller vers Outlook ou l'inverse, c'est pas juste en 5 minutes, parce que on a toute notre historique, on a tous nos contacts, etc. Et c'est forcément quelque chose de lourd. Cette conduite du changement, elle est compliquée, et c'est quelque chose que pratique Microsoft depuis longtemps, qui s'appelle le vendor lock-in. Et donc c'est le fait qu'à un moment donné, lorsqu'on est habitué à Windows, le fait de quitter Windows réclame un effort. Donc, oui, théoriquement, quitter ne coûte rien, mais dans la réalité, c'est faux. C'est un coût qui est non négligeable pour l'utilisateur. Mais est-ce que quitter un logiciel libre, alors je ne sais pas quel nom on pourrait prendre, Firefox par exemple, est-ce que ça ne demande pas un effort identique ? Si, ça pourrait être la même chose. La difficulté, c'est que nous, on essaye de promouvoir finalement un modèle social, un modèle de société qui soit basé sur la contribution, sur la participation finalement active des utilisateurs et des utilisatrices aux logiciels qu'ils utilisent, et non pas uniquement au fait de consommer un logiciel. Donc c'est deux visions du monde relativement différentes. D'un côté, une société de consommation ou de surconsommation, avec de la propriété intellectuelle, de l'individualisme, et d'un autre côté, une société des communs, de la société de contribution, telle qu'en parle le philosophe Bernard Stiegler, qui essaye de promouvoir finalement un modèle de société où chacun va contribuer aux outils qu'il utilise. Juste un mot, Bernard Rourganian. Puisqu'on parle de Bernard Stiegler, je vais répondre en citant André Comte-Sponville, qui posait la question « Le capitalisme est-il moral ?» Il répondait par la négative en disant que par définition, le capitalisme était amoral, sans morale. Et je pense qu'effectivement, on a une opposition de principe
qui n'est pas fondé sur la technologie en tant que telle, parce que la technologie, écrire du code, c'est toujours écrire du code. N'importe qui a développé du code, qu'il soit ouvert ou pas ouvert, ça ne change rien. On fait à peu près la même chose. On pourrait débattre, mais là-dessus, je ne suis pas d'accord. Sur le plan technique, c'est rigoureusement la même chose. Le logiciel libre, ça ne change rien. Par contre, sur le plan effectivement politique, le modèle politique sous-jacent n'est effectivement pas le même. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Amel Guiton, Pierre-Yves Gosset et Bernard Ourganlian. Discussion que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Vous choisissez le navigateur qui vous conviendra le mieux. C'est franceculture.fr en tout cas, sur la page du Grain à moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Philippine Lebray, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Jenab Sangaré, avec à la prise de son Jacques Hubert.